Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous n'achèterez jamais au point le plus bas et vous ne vendrez jamais au point le plus haut. Le plus important, c'est d'acheter la qualité à bon prix. Les marchés perdent plus de 4% ici en date d'aujourd'hui. Vous constatez une chose, les seules entreprises qui sont parmi les top gainers du jour sont Chart Dwight, Procter Gamble, Colgate-Palmolive. Et ces trois premières entreprises sont des entreprises qui exercent dans le super secteur défensif, donc celui qu'on est en train de présenter depuis les 4 derniers jours ici. Donc, aujourd'hui, on continue le même exercice. Je vais vous présenter uniquement des entreprises de qualité qui exercent dans ce segment-là, dans ce super secteur d'activité. Donc, ce secteur d'activité a la particularité de bien se comporter en période de crise. Ça ne veut pas dire que si vous achetez une entreprise qui est dans ce super secteur-là, qui est surévaluée en date d'aujourd'hui, que vous n'allez pas payer d'argent. Attention. Donc, les entreprises que je vous présente ici aujourd'hui sont de qualité. Certaines sont sous-évaluées. D'accord? Donc, la première entreprise qu'on va proposer ici, c'est Conagra Brands. Donc, Conagra Brands, c'est essentiellement voilà, de l'agroalimentaire. Donc, le plus important ici, c'est la perception de valeur de la marque. C'est ça qui demande un premium. Donc, vous pouvez voir ici, pour ceux qui connaissent l'entreprise, il y a différentes marques ici. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous allez arriver à reconnaître ici certaines marques de cette compagnie-ci. Mais voilà, je connais plutôt moi Healthy Choice, d'accord? Donc, ici, c'est une entreprise qui existe depuis plusieurs années, d'accord? Donc, vous pouvez constater ici qu'au niveau des revenus ici, si dans le secteur de l'agroalimentaire, surtout les consumer, les packaging, donc je ne dirais pas que c'est des consumer package, mais ils ont un nom en particulier. Donc, les package food, donc dans ce secteur-là en particulier, il y a eu une transformation. Donc, vu qu'elles ont plusieurs marques, donc certaines, ce sont des parties de ces marques, de certaines marques qui, selon elles, ne valaient pas la peine de baser la stratégie à long terme dessus. Donc, ils ont investi plutôt dans des marques qui étaient plutôt, selon eux, voilà, de croissance. Donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément de variations au niveau des revenus dans la période 2012-2015. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise perdait en termes de revenus. Elle a vendu certains segments d'activité et en même temps, ici, elle a racheté d'autres marques également. Donc, c'est un peu comme un jeu de Monopoly. J'achète, je vends, j'achète, je vends. Donc, le plus important ici, c'est d'avoir la stabilité et la croissance des revenus. Donc, ici, vous voyez que les revenus sont décroissants, mais les marges sont à peu près stables. Remarquez la marge opérationnelle ici à peu près stable avec le temps, même avec les revenus moins élevés qu'en 2013, on a des marges opérationnelles plus élevées. Donc, la stratégie était la bonne. La marge brute ici a augmenté. Le bénéfice net ici est aux alentours de 1 milliard en date d'aujourd'hui. On a un dividende à peu près de 1,21$ par action. Donc, je vous ai dit qu'ici, le dividende, ce n'est pas le rendement du dividende qui nous intéresse, c'est le rendement des actionnaires qui nous intéresse dans le sens où c'est avec le free cash flow qu'on paye un dividende. En date d'aujourd'hui, l'entreprise en particulier, l'entreprise ici vous reverse à peu près en termes de rendement, de free cash flow ici. Elle est à peu près ici à vue d'œil, donc je vais au doigt mouillé ici, donc on est aux alentours de 800 millions, donc j'arrondis ici, donc on est aux alentours de 800 millions ici. Donc si elle vous distribue la totalité de ses free cash flow en dividendes ici à partir de la capitalisation boursière actuelle ici, ça vous donne à peu près un rendement on va le calculer ici rapidement, à peu près un rendement de 5,25% ici. Actuellement, elle paie un dividende de 3,94%, donc par rapport à la moyenne, le dividende ici est safe, même s'il est sur la marge supérieure. L'entreprise s'échange ici à 14,74 fois les bénéfices, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise est sous-évaluée. Attention, il faut également comparer cela avec la dette. Je vous ai toujours dit que quand vous calculez la valeur d'une entreprise, il faut toujours enlever la dette, d'accord? Toujours, sinon ça vous donne une mauvaise information, d'accord? Donc, ici, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. De toutes les façons, vous pouvez voir ici que ce n'est pas une entreprise qui souffre énormément en période de crise. Vous pouvez constater que voilà, on fait plutôt du surplace généralement, on diminue, on ne baisse pas énormément. 2007, 2008, 2009, ici, on a 40% de baisse, mais tout dépend également de la valeur à cette période aussi. Mais on a plutôt fait du surplace. Donc, ça, c'était la première entreprise, Conagra Brands. Donc, maintenant, on passe à la deuxième, Target. Donc, Target, c'est essentiellement la grande distribution aux États-Unis. Quand on parle de grande distribution aux États-Unis, n'oubliez pas que la période de la pandémie a été bénéfique pour ces entreprises-là. Donc, il se pourrait qu'il y ait des revenus extraordinairement élevés. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ces entreprises ne pas performer en termes de revenus cette année. Pourquoi? Parce qu'il y aura une diminution, il y a une demande anticipée ici qui va juste disparaître du marché en date d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que le revenu 1 milliard, de 100 milliards ici ne va pas revenir dans le futur. Parce que voyez-vous que avant la période de la pandémie, elle était plutôt à 17, elle faisait plutôt du 1% de croissance ici, donc sur les 10 dernières années. Donc 2021, on a connu une croissance de 19%, 2022, 13%, donc c'est anormal. D'accord? C'est pour ça que quand vous lisez les rapports financiers, prenez-les sur une longue période de temps et posez-vous les questions. Je dis c'est anormal, pourquoi? Parce que cette entreprise n'a pas fait d'acquisition. Vous pouvez regarder ici, est-ce qu'on a fait une acquisition dans cette période-ci pour pouvoir justifier un revenu aussi croissant? Donc quand on regarde, rien du tout, on n'a pas fait d'acquisition. Il n'y a pas d'acquisition. Au contraire, on a même vendu un petit segment de l'entreprise. Donc ici,
C'est une belle entreprise, vous pouvez constater que les revenus sont croissants dans le temps, d'accord, si on prend en considération la période actuelle, même si elle est exceptionnelle, c'est 4% de croissance sur les 10 dernières années. En termes de marge brute ici, les marges brutes sont à peu près stables, c'est ce qu'on recherche dans une compagnie de distribution. Les marges opérationnelles ici sont également stables. Vous voyez que le dividende ici, il est à 3,38$ par action, en tout cas sur les 12 derniers mois. En tout cas, l'année passée, il était à 3,16. En date d'aujourd'hui, on a un earning per share, donc bénéfice net par action de 14$ par action. Donc, est-ce que c'est durable? C'est ça la grosse question. Je ne pense pas que ce soit durable. C'est pour ça que vous avez des PER ici très peu élevés. D'accord? Donc, maintenant, si on normalise les résultats ici, qu'est-ce qu'on peut se dire? Nous avons une entreprise qui a la possibilité de rapporter au moins 4 milliards en moyenne en termes de free cash flow. D'accord? Je dis 4 milliards en moyenne. J'ai bien parlé de moyenne parce qu'en date d'aujourd'hui, les free cash flow sont plus élevés. On est aux alentours des 6 milliards par là. Je sais que vous ne voyez pas 6 milliards ici, mais ça peut être dû à des manipulations comptables, il y a des investissements. D'accord? Donc ici, quand on regarde ici, si on vous distribue la totalité des free cash flow moyens en termes de dividendes ici, vous aurez un rendement de combien par rapport au prix actuel de l'action? Donc je vais faire ici, c'est par rapport à 67 milliards. Donc 4 milliards divisé par 67, c'est à peu près 6%, donc 5,97. Donc 5,97, c'est 5,97%, donc arrondi à 6%, c'est le rendement espéré. Actuellement, vous distribuez un rendement de 3% en termes de dividendes. Donc ce dividende-là est safe, d'accord? Également, il y a un potentiel croissance dans le futur. Dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Ça va dépendre également de vos connaissances par rapport à l'entreprise, parce qu'il ne suffit juste pas de regarder des chiffres pour investir dans la compagnie ou bien de regarder la distribution du dividende pour investir dans la compagnie. Attention, attention, attention. Prêtez attention au same-store sale et cette année 2022 sera une année un peu compliquée pour cette compagnie, d'ailleurs même pour toutes les compagnies au détail aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, ça, c'était pour notre deuxième entreprise. On passe à la troisième qui est Tyson Food. Encore une fois, agroalimentaire. Encore une fois, dans l'agroalimentaire, qu'est-ce qui compte? C'est la perception de la valeur de la marque. D'accord? Donc, c'est à peu près les avantages compétitifs ici sont intangibles. D'accord? Donc, ici, Tyson Food, ici, vous pouvez constater que c'est une entreprise qui a des revenus à peu près stables et croissants dans le temps. Sur les 10 dernières années ici, elle a peut-être 3,84% de croissance. 5 dernières années, 4,99%. Vous constatez que la période de Covid est passée également par là. Donc, elle a bénéficié du Covid. Ne vous étonnez pas si les revenus baissent, d'accord, ou bien si les marges baissent. Donc, ce qu'on va prendre ici, c'est généralement la moyenne. C'est une entreprise qui est à peu près aux alentours de 2,5 milliards en termes de free cash flow. Vous constatez ici que les marges brutes sont à peu près stables. Et elles ne sont pas élevées, mais elles sont stables. C'est ce qu'on recherche, d'accord? La marge opérationnelle est stable également. Les bénéfices par action sont croissants. Vous voyez ici que le dividende également est croissant dans le temps. Donc, le nombre d'actions également a tendance ici à diminuer. Donc, elle rachète massivement ses actions. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate ici? Si on prend en considération les 2,5 milliards en moyenne en termes de free cash flow qu'elle pourrait rapporter, je sais qu'actuellement, on est à peu près à 3 milliards, 4 milliards en termes de free cash flow. Je vous ai dit que je prends la moyenne, je ne prends pas exactement ce qui se passe ici en date d'aujourd'hui parce que ces revenus-là pourraient baisser par rapport à la conjoncture actuelle et passée, d'accord? Parce qu'elle a énormément bénéficié de la pandémie et elle bénéficie également des pénuries ici. Donc, attention. Donc, quand on voit ici, on prend le 2,5 milliards ici divisé par 30 milliards, je vais arrondir ici la capitalisation boursière à 30 milliards, ça nous donne ici au total 8,33% en termes de rendement. D'accord? Donc, on a peut-être une opportunité d'investissement ici parce que je vous ai toujours dit que nous, on recherche à peu près un rendement aux alentours de 10% ici. Mais attention, on n'a pas pris en considération la dette ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise décide de vous reverser la totalité des free cash flow ici en termes de rendement de dividende, vous aurez 8,33%. Donc, actuellement, on a 2,24%. Donc, il y a encore de la marge de manœuvre, mais généralement, il faut toujours prendre en considération également le niveau d'endettement de l'entreprise. D'accord? Mais ça reste une excellente entreprise à posséder dans n'importe quel portefeuille. Ça dépend de vous maintenant, vous pouvez faire vos propres recherches de côté. D'accord? Donc, on passe à la quatrième entreprise qui est Saputo. Donc, Saputo exerce dans le segment voilà, de l'industrie laitière. Donc, c'est une industrie assez particulière parce que c'est difficile de percer dans cette industrie-là. Mais quand vous percez et voilà, les marges sont à peu près stables également et croissantes dans le temps. Donc, voilà, il y a beaucoup de compétition, mais il y a très peu de grands joueurs. Donc, généralement, Saputo au Canada, ils sont leaders, d'accord? En Amérique du Nord, je ne dirais pas qu'ils sont leaders, mais ils sont parmi les leaders à la fin de la journée. Donc, vous pouvez constater ici qu'on a une croissance, une stabilité des revenus ici. Donc, c'est une compagnie qui croît par acquisition également et et croît également de manière organique. Donc, les marges opérationnelles ici, les marges brutes ici, qui sont très importantes, sont à peu près stables. On recherche cela également parce que, voilà, le lait, c'est une commodité, d'accord? Donc, on constate ici que les marges opérationnelles, voilà, décroissance ici par rapport à la conjoncture actuelle. Il faut vous dire que le prix du pétrole affecte cette compagnie ici, d'accord? Notamment avec les différentes livraisons, etc. Mais, voilà, on peut se dire que c'est temporaire. Ou bien, elle a également la possibilité de passer l'inflation de ses coûts de production aux consommateurs.
Donc ici, c'est une entreprise à peu près, voilà, qui vous reverse un dividende en date d'aujourd'hui de 0,71 dollars, donc c'est en dollars canadiens. Donc on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, on a un rendement de combien? Donc c'est en dollars canadiens, donc c'est coté sur le TSE, ouais, c'est ça? Donc c'est Toronto, oui. TX, ouais, TSE, TXS, TSX, voilà. Donc c'est coté en bourse à Toronto. Donc ici, on a un rendement de 2,66%. D'accord? Nous avons une entreprise ici, voilà, qui a la capacité, à vue d'œil ici, de pouvoir amener aux alentours de 700 millions par an en termes de free cash flow par an. 700 millions. Donc, si on prend ici 0,7 divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, qui est de 11 milliards. 0,3, ça revient ici à peu près à un rendement de 6,2%. D'accord? Donc 6,2% ici par rapport au rendement de dividende ici de 2,66%. Vous voyez qu'il y a encore une marge de croissance. Actuellement également, il faudrait prendre en considération également la dette. Vous voyez que la capitalisation boursière, le PER est de 41. Donc faites attention au PER, il faut généralement le comparer par rapport au free cash flow. Peut-être qu'en période actuelle, on apporte moins d'argent que d'habitude, mais c'est peut-être dû à la conjoncture et c'est temporaire. Donc, ça pourrait créer une opportunité d'investissement. Vous pouvez également voir ici que voilà, l'action en elle-même ne souffre pas beaucoup. D'accord? Donc, ça, c'est par exemple pour Saputo. Je vous ai montré ici que pour Tyson Food, par exemple, on a à peu près la même tendance également ici. Donc, Saputo pourrait être une belle entreprise dans ce portefeuille-ci. Est-ce que l'entreprise est sous-évaluée? Faites vos propres recherches. Mais ça reste une excellente entreprise dans le secteur défensif. D'accord? Donc, en période de crise, vous aurez quand même envie de consommer du lait, des yaourts, etc., du fromage, d'accord? Donc, on passe à notre dernière entreprise qu'on appelle Metro Inc. C'est la grande distribution essentiellement au Canada également. Donc, il faut bien que je présente des entreprises canadiennes. Je vis au Canada. Donc, à la fin de la journée, je dois vous présenter des entreprises canadiennes parce qu'également ici, on a d'excellentes entreprises, d'accord? Et Metro est parmi les leaders dans le secteur de la distribution alimentaire et pharmaceutique au Canada. Oui, c'est très important de mettre le pharmaceutique ici. Parce que dans les magasins métro, généralement, les magasins métro, ils ont également d'autres bannières dans lesquelles, voilà, vous pouvez acheter des médicaments par là. Donc, c'est quelque chose de très populaire ici en Amérique du Nord. Les pharmacies sont à peu près des compagnies, sont également pas des vendeurs, mais à la fin de la journée, c'est également des unités de distribution alimentaire. Bon, voilà, on ne vend pas de la viande là-bas, très, très rarement. Généralement, ce sont des petits produits, voilà, pour le quotidien. D'accord? Donc, ici, vous pouvez constater que voilà, c'est une entreprise qui est en bourse ici depuis 2012. Là, c'est à peu près croissant. On n'a pas connu une grande crise en 2012 ici. Donc, on a à peu près un rendement ici de 1,62% en termes de rendement du dividende. 19 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, 16 millions en termes de capitalisation ici. Donc, quand on arrive ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rendement aux actionnaires. Donc, généralement, ici, c'est une entreprise, quand on regarde ici, voilà, les dernières années, elle croît par acquisition, d'accord, et également de manière organique. Donc, elle a fait une dernière acquisition ici aux environs de cette année-ci. C'est pas cette année, mais aux environs de, je pense, 2018-2019. C'est la raison pour laquelle on a une hausse des revenus ici, mais en moyenne, on est à 4% sur les dernières années, d'accord? Donc, ici, vous pouvez constater que les marges ici, brutes ici, sont à peu près stables. C'est ce qu'on recherche dans une compagnie de grande distribution. Les marges opérationnelles également sont stables. Les bénéfices nets par action également sont à peu près stables par là, d'accord? Donc, attention, on a 7 dollars ici, mais c'est parce que, voilà, c'est dû à la conjoncture. On a peut-être vendu un segment d'activité ici. Donc, c'est une entreprise qui dégage à peu près 800 millions, 800 à 900 millions en termes de free cash flow. Donc, on va dire 800 millions ici. Donc, si on a à peu près 800 millions en termes de free cash flow ici, donc par rapport au rendement par rapport à la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, ça représente combien en termes de rendement? Donc, ça nous donne ici le rendement aux actionnaires, ça nous donne aux alentours de 4,92%. D'accord? Donc, techniquement, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, ici, vous aurez 4,92%. Donc, ça revient à un PER de 20. D'accord? Donc, ici, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watch sheet et qui est extrêmement bien gérée. Maintenant, tout dépend du prix. Également, il y a de la croissance ici. Donc, n'oubliez pas, toutes les entreprises qu'on a citées ici exercent dans le secteur défensif. D'accord? C'est un super secteur. Donc, le secteur défensif englobe la consommation durable, les healthcare, et également les utilities, d'accord, donc les compagnies d'électricité, les compagnies de gaz également. Je ne parle pas de gaz, pas de fourniture de gaz naturel, essentiellement de gaz pour le chauffage, etc. Donc, attention, ici, si vous voulez faire de l'argent, ou bien si vous voulez gagner, si vous voulez que vos investissements soient rentables, achetez ces entreprises à très bon prix, d'accord? Achetez ces entreprises à très bon prix. Et ça ne veut pas dire que si vous achetez ces entreprises, le prix ne va pas chuter. Parce que moi, ici, aujourd'hui, par exemple, une entreprise comme Asos, je suis actionnaire à Asos et regardez ce qui se passe ici aujourd'hui. Moins 33% sur Asos en date d'aujourd'hui. Et vous avez vu, j'ai parlé d'Asos sur la chaîne ici. Donc, Asos a connu des résultats à peu près, voilà,
c'est pas extraordinaire, d'accord? On ne perd pas d'argent en termes de revenus, mais voilà, la situation est difficile ici due à la conjoncture actuelle, mais ça ne veut pas dire qu'Asos va disparaître du jour au lendemain. C'est une entreprise qui a un bel avenir, qui investit massivement pour son infrastructure. Il peut avoir des problèmes temporaires, il y a toujours des problèmes temporaires dans n'importe quelle entreprise. Dans tous les cas de figure, moi, en tant qu'investisseur en date aujourd'hui, je perds 32% sur Asos. Et vous voulez savoir combien je perds en réalité sur Asos? En date d'aujourd'hui, je vous dirais que mon coût d'acquisition, d'accord, parce que mon coût d'acquisition est aux alentours des, voilà, j'ai acheté, la première fois que j'ai acheté Asos, c'est aux alentours des 2000 $. Bon, après, pas 2000 $, mais les 20, c'est 20 livres sterling. 20 livres sterling par là, donc c'est à ce niveau-là qu'on achète du Asos, à ce niveau. D'accord? Est-ce qu'on va racheter du Asos? Bien sûr. Mais ça, c'est selon mes convictions. Donc, vous voyez que moi, je perds de l'argent. Est-ce que je dors bien la nuit? Bien sûr. Parce qu'à la fin de la journée, je comprends ce que fait l'entreprise, mais également, il faut se garder une certaine marge de sécurité. Mon objectif de prix ici est aux alentours des 5000, donc des 50 livres sterling par là, minimum 40 livres sterling. Donc, à la fin de la journée, je perds de l'argent, mais ça fait partie du game. Je vous ai dit au début que vous n'achèterez jamais au point le plus bas, vous ne vendrez jamais au point le plus haut. Le plus important, c'est d'acheter la qualité à bon prix, d'accord? Et la qualité veut dire que vous devez faire le travail nécessaire. Il faut comprendre exactement ce que l'entreprise fait ainsi que les différents risques, d'accord? Donc ici, au pire, je perdrai en moyenne 5% de mon capital, d'accord, sur Asos, mais à la fin de la journée, ce n'est pas un investissement pour 1 an ou 2 ans, d'accord? On aime bien se dire que c'est pour du très, très, très long terme, mais le très long terme ne veut pas dire que je vais fermer les yeux sur les fondamentaux de l'entreprise. Et les fondamentaux, ce ne sont pas que des chiffres, d'accord? On a des fondamentaux quantitatifs et les fondamentaux qualitatifs. Les deux sont aussi importants, d'accord? Parce que je vous ai toujours dit que si analyser une entreprise, c'était un peu comme une toile. Alors, les fondamentaux quantitatifs, c'est la couleur, c'est du noir et blanc, d'accord? Et les fondamentaux qualitatifs, c'est voilà, c'est des couleurs. Donc, c'est pour rajouter un tout petit peu de vie au tableau. D'accord? Je ne dis pas que les tableaux en noir et blanc ne sont pas beaux. D'accord? Dans tous les cas de figure, vous comprenez ce que je veux dire. Les deux sont indissociables. Si vous vous limitez uniquement aux chiffres pour investir dans une entreprise, vous êtes en train de spéculer. Si vous savez cela, c'est bon. D'accord? Donc ici, je perds de l'argent sur Asos, mais je dors tranquille la nuit. D'accord? Au contraire, peut-être que ça me donne encore envie d'acheter plus. Mais également, je dois surveiller mon portefeuille. Je dois également me poser la question, OK, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres opportunités? Est-ce que je ne vais pas juste laisser Asos comme ça? Ça ne me dérange pas. À la fin de la journée, l'entreprise en particulier, voilà, je ne pèserai pas plus de 5% de mon capital. Je n'ai pas dit que j'ai investi 5% de mon capital sur Asos. Donc, le but de départ, c'était d'investir en moyenne maximum 5%. D'accord? Parce que je vais à maximum 5% pour mon capital. Donc, en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait rajouter sur Asos ou bien laisser comme ça? La décision va me revenir. Je ne vous dirai pas oui. Chacun fait ses propres exercices ici, ses propres analyses. Et si c'est trop compliqué pour vous, achetez un ETF et mettez un like sur cette vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.